Bonjour et bienvenue sur Design My Career, le podcast qui vous accompagne pour réussir sereinement votre carrière en design et en innovation sociale. Enchantée, je suis Erika Cupid. Moi, je suis designer spécialisée du coup en innovation sociale. Je fais aussi du design d'expérience utilisateur et du design de services publics. Au démarrage, en fait, j'avais créé le blog Design et Collectivité en 2018 pour partager des conseils. Je me suis rendu compte au démarrage qu'il y avait personne qui partageait vraiment son parcours et qui documentait ce qu'il faisait concrètement et comment on exerçait ce métier. J'étais méga frustrée. Du coup, je me suis dit, je vais faire des interviews et plutôt que de garder ça pour moi, je vais essayer de le partager à d'autres personnes. Ce qui nous a amené à un blog et par la suite, en fait, j'ai commencé à proposer des accompagnements pour aider d'autres personnes qui, comme moi, voulaient en fait s'orienter dans ce domaine-là, se reconvertir et aller plus loin. Pour cette année 2025, je vous souhaite vraiment plein de bonheur et aussi de réussite à titre personnel et professionnel. Du coup, toutes les semaines, je vais publier, je l'espère, un podcast pour en fait vous accompagner dans votre carrière, essayer de se partager des petits tips comme ça qui vont faire la différence et surtout être tranquille et posé. Donc vous allez voir, ce format va beaucoup évoluer. Pour l'instant, ça va être beaucoup moi qui va parler et après par la suite, on va avoir aussi des interviews, peut-être même des études de cas. C'est un format très libre, toujours sur une discussion avec beaucoup d'enseignements et d'exemples. Pour ce premier podcast, je vous propose d'échanger sur la question de l'organisation, comment atteindre ses objectifs en 2025. Moi, je suis plutôt partisane de me fixer des objectifs en début d'année. Ça fonctionne bien avec ma personnalité, tout simplement. Et aussi parce que depuis plusieurs années, je le fais et je me suis rendu compte que ça me permettait vraiment d'atteindre mes objectifs et de concrétiser mes rêves, tout simplement. Donc, je vais vous partager quelques façons de procéder qui ont fonctionné pour moi et je l'espère pourront vous inspirer. Donc, n'hésitez pas à adapter les choses. La première chose sur la partie se fixer des objectifs. Je pense qu'il est intéressant de se fixer un objectif avec une vision intrinsèque, donc qui nous apporte nous-mêmes un bénéfice, et une partie extrinsèque. Pour l'intrinsèque, c'est de se dire, ah bah, à titre personnel, qu'est-ce que ça m'apporte, par exemple, de me former en facilitation en intelligence collective. Ah bah du coup, je vais peut-être mieux travailler, pouvoir en fait développer de nouvelles compétences. Donc en fait, c'est positif pour moi-même. Mais aussi de se dire, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres? Ah bah peut-être que dans mes accompagnements, je vais amener vraiment plus de fluidité, une meilleure répartition de la parole, ce qui va faire que les gens seront beaucoup plus engagés. Et le fait d'avoir vraiment ces deux visions d'objectifs, ça marche aussi à titre personnel, ça va vraiment vous aider en fait à garder le cap. Parce que assez vite, par exemple, si vous êtes en train de vous former, vous allez vous dire: «Ah mince, j'ai l'impression que ça n'avance pas, je suis pas super efficace, c'est difficile et tout». Il y a toujours une phase de traversée du désert où on a l'impression qu'on patauge, on est dans le flou, avant de voir vraiment les résultats. Et pour essayer de voir les résultats, le fait d'avoir 2 indicateurs, la partie vraiment intrinsèque et extrinsèque va vraiment vous aider. Dans le même genre, du coup, on parlait tout simplement d'indicateurs. Ça, c'est quelque chose qui a été un game changer pour moi. Je vous donne un exemple. Au démarrage du blog, mon indicateur était le nombre de contenus que je publiais sur le blog. J'essayais d'en publier un par semaine. Petit, petit spoiler alert, j'ai pas réussi. J'ai plutôt publié un ou deux articles par mois, euh, en général et en moyenne. Même si j'ai eu une phase avec plus d'accélération, une fois par semaine, c'est énorme vu la taille des articles que j'écris. Mais le fait d'avoir cet indicateur, ça m'a permis de me dire, ah, est-ce que je me rapproche de mon objectif ou pas? Donc c'est ça aussi un des points à voir, c'est de choisir le bon indicateur qui correspond à votre objectif. Là, actuellement, mon indicateur pour design et collectivité, c'est plus un indicateur de quantité de contenu, mais un indicateur d'impact. À quel point le contenu que je propose permet, par exemple, d'aider les personnes, de transformer vos pratiques. Donc si, par exemple, sur une publication ou un contenu, j'arrive à avoir une personne qui me dit «Ah, ça m'a beaucoup aidé», et ben en fait, je le prends plutôt comme indicateur. Donc c'est un peu là-dessus que j'ai travaillé. Cette technique, en fait, est inspirée de ce qu'on appelle les OKR, Objective Key Result. Donc, c'est une technique utilisée notamment par Google et pas mal d'industries de la Silicon Valley pour, en fait, définir des objectifs qui sont à la fois atteignables, réalistes et avec aussi une approche, en fait, à la fois qualitative et quantitative, selon l'indicateur que vous avez. Donc, je vous invite aussi à l'utiliser à titre professionnel.
Donc de vous dire quel est votre indicateur, qu'est-ce qui montre que vous allez atteindre votre objectif. Comme ça, vous allez avoir quelque chose de plus précis que les fameux objectifs SMART, où parfois on a le S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini, qui parfois peuvent être assez limités. Donc le fait d'avoir un indicateur vous permet d'avoir quelque chose de plus précis que vous pouvez suivre à l'année et voir votre progression. Si je reprends le fameux exemple de la facilitation en intelligence collective, peut-être qu'au début, si votre indicateur c'est juste je veux me former en facilitation en intelligence collective pour fin 2025, on va dire que c'est très vaste. Mais si par contre vous avez un indicateur qui est j'aimerais en fait par exemple réussir à être plus fluide dans l'animation et animer 4 ateliers ou temps de travail participatif, et bien là d'un coup ça fait la différence. Vous allez pouvoir en fait quantifier ou évaluer de façon plus fine en fait grâce à l'indicateur l'atteinte de votre objectif. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Oui, par rapport à mes erreurs, du coup, si on passe sur la partie organisation, les erreurs, j'ai fait 3 types d'erreurs en fait, que parfois je continue de faire, mais j'essaie d'un peu m'améliorer de ce côté-là, c'est la priorisation. Moi, je suis un profil de personne qui adore faire plein de trucs en même temps. Je kiffe faire ça, c'est vraiment génial et c'est ce qui me passionne dans la vie. Pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, j'ai vraiment une association Novum Noven spécialisée dans le design et le vieillissement. J'ai aussi un blog design et collectivité, j'ai d'autres projets d'entrepreneuriat social aussi. Et en parallèle, je suis bénévole dans pas mal d'associations et pas mal d'autres structures en parallèle d'un travail à temps plein dans une collectivité. Donc ça fait pas mal de choses mis bout à bout. Et du coup, pour ça, assez vite, j'ai dû essayer de travailler ma priorisation. Donc j'ai fini, en fait, pour améliorer ma priorisation et pas me sentir débordée, avoir un système qui me permet de classer mes projets. En fait, chaque catégorie de projet a en fait un numéro et je les repositionne dans l'année en fonction du moment en fait où ça va tomber. Pour être un peu plus clair, c'est-à-dire qu'en fait dans l'année on a des pics d'activité. Si on prend par exemple la France Design Week, au mois de septembre, je sais que c'est un mois où c'est à la fois la rentrée, il y a beaucoup d'événements, donc c'est un gros pic d'activité. Donc c'est pas à ce moment-là, par exemple, que je vais lancer un podcast. Je vais éviter cette période-là. Donc c'est aussi voir ce qui est récurrent dans l'année en termes de charge de travail et pouvoir répartir le lancement des différents projets ou l'élaboration de certaines tâches de façon plus précise en les lissant dans l'année. La deuxième chose, en termes d'erreur, c'est la précipitation. À titre personnel, il y a des fois, en fait, je suis un peu en mode ouais, j'ai envie de faire ça super vite tout de suite, alors que parfois, je pourrais le faire dans 1 an, ça serait ok. Par exemple, ce podcast, à la base, l'année dernière, je voulais le relancer. Ça ne s'est pas fait, et tant mieux parce que c'était pas le bon moment, il n'aurait pas du tout eu ce format-là, ça aurait été très différent. Et surtout, j'avais pas le temps, c'était pas la priorité. Donc ne pas se précipiter. C'est pas grave si les choses prennent plus de temps, et si ça doit se faire 6 mois, voire 1 an après, c'est ok. Tant que vous l'avez planifié. Donc ça, la différence. C'est pas de se dire qu'on fait pas, mais qu'on planifie le moment où on va le faire. La troisième chose, du coup, parmi les erreurs en termes d'organisation, c'est ne pas prendre en compte le fait qu'il y a des aléas dans la vie. En fait, par exemple, dans l'année, vous allez avoir pas mal d'opportunités ou des gens qui vont vous solliciter ou de nouveaux projets ou des choses. Donc pour certaines choses, il faut savoir dire non. Pour d'autres, en fait, il faut dire oui si ça vous avance dans vos objectifs et participe à développer votre projet de carrière. Mais par contre, ces aléas-là ou opportunités, et bien en fait, ça va vous prendre du temps. Donc en fait, si vous avez un emploi du temps qui est trop condensé, ça va être un peu compliqué sur le long terme de maintenir une organisation qui soit efficace et pas vous sortir surchargé. Parce que c'est vraiment le but de ce podcast, c'est d'être serein, tranquille et pas débordé dans sa vie perso et professionnelle. Et en parlant justement de vie perso, ce que j'ai tendance à faire, c'est ajouter le bien-être comme un objectif, on va dire, dans mon année. Je fais ça depuis quelques années maintenant, ce qui me permet de m'assurer, en fait, à chaque fois, qu'en termes de bien-être, j'atteins, en fait, mon objectif. Par exemple, de développer une pratique artistique ou de me reposer. Et c'est vraiment un objectif que j'ai et que je suis. Donc ça vous aide aussi à avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso.
Donc, pour bien vous organiser, je pense que c'est important d'essayer de vous dire déjà quels sont mes objectifs à l'année, ce que j'aimerais réaliser. Ça peut être aussi pour ceux qui peuvent se projeter sur plus longtemps, ça peut être beaucoup plus longtemps en fait. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ou tout simplement, si vous avez du mal en fait à vous projeter, ça peut être juste sur le mois. C'est aussi ok en fait. Chacun fait comme il veut, tant qu'au moins vous essayez d'avoir une vision en fait sur votre vie et que vous essayez un petit peu de déterminer vers quoi vous voulez aller. Donc une fois que vous avez en fait ces fameux objectifs, il va falloir les découper. L'idéal pour moi en fait c'est de les découper par trimestre. Ça c'est parce que, on va le voir juste après, moi j'ai un cycle trimestriel dans la concrétisation de mes projets. Et je sais que si je place un objectif par exemple de lancer le podcast pendant le premier trimestre de l'année 2025, je sais que dans les faits, si c'est sur un trimestre plutôt que sur un mois, j'ai plus de chances de le réaliser. Donc, je vous invite à faire un petit peu pareil, à jauger si vous êtes plutôt sur semestriel, trimestriel ou tout simplement un fonctionnement mensuel. Et en fait, de lister en fait les projets, les choses que vous voulez faire et de déterminer à quel moment vous allez non seulement les lancer, mais également en fait ce que vous souhaitez faire. Vous n'êtes pas obligé de tout démarrer en même temps. Le but, c'est vraiment de lisser. Et vous pouvez, ce que moi je fais très souvent, c'est que j'alterne. C'est que j'ai des objectifs, par exemple, pour l'association et le blog, si je vous prends ces deux grands exemples. L'asso va avoir en fait, par exemple, un objectif au mois de février et le blog en a en janvier et en mars. Et en fait, j'ai une rotation, ce qui me permet en fait d'avancer avec une technique qui s'appelle l'effet cumulé, donc de faire des petits pas pour concrétiser mes projets. Et tout ça en prenant, par exemple, juste 1 heure par semaine pour, par exemple, travailler sur le blog. Le but, c'est pas forcément de faire des gros temps d'effort, mais plutôt en fait de travailler sur des petites étapes. Voilà, ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 heure par semaine simplement, et c'est ça qui va fonctionner. Les sprints fonctionnent vraiment quand vous êtes dans le rush et que vous avez besoin de mettre un bon coup de lancement par exemple ou de finir quelque chose, mais la méthode marathon fonctionne beaucoup plus, surtout si vous avez envie d'avoir pas mal de projets et de pas en fait vous poser de limites dans votre carrière et vous dire bah ouais j'ai envie de tout accomplir et si j'ai envie par exemple d'avoir une asso en parallèle d'un travail, lancer tel ou tel projet en parallèle, vous dire bah ouais c'est ok et que je peux le faire tout en priorisant bien les choses pour que ça me prenne très peu de temps. Et dans d'autres épisodes on pourra aussi parler un petit peu de comment travailler efficacement, mais ça va vous aider, le fait de vous consacrer seulement 1 heure et des petits temps, à être plus efficace. Et vous rendre compte en fait de quelles sont les priorités. Parce que si vous êtes plutôt du genre à vous dire ah bah je prends toute une journée pour travailler sur un projet que vous voulez mettre en place, c'est bien dans le monde professionnel, si vous êtes au travail, parce que vous allez avoir le temps pour ça. La plupart du temps, c'est vos propres objectifs personnels. Vous n'allez pas forcément avoir le temps d'avoir une plage horaire aussi grande. Donc là, le but, c'est plutôt d'être efficace pendant les 1 heure. Donc ça, c'était un peu la partie organisation. Là, on va passer sur la partie routine. Voilà, pareil. Il y a un peu plusieurs écoles. Il y a des personnes qui sont pour et il y a des personnes qui sont contre. Moi, je pense en fait que foncièrement, on a tous des routines. C'est juste qu'on n'en est pas forcément conscient. Par exemple, se brosser les dents. En tout cas, j'espère que vous le faites. C'est une routine. Voilà, c'est quelque chose qui est cyclique. Le problème avec les routines, c'est que la plupart du temps, on essaye de se calquer sur une routine qui est journalière. Sauf que peut-être, toujours un peu comme le système d'organisation, vous avez une routine qui est à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre, voire même à l'année. Et en fait, si vous n'identifiez pas votre cycle naturel de routine, vous allez avoir tendance à vous dire ah bah mince, j'arrive pas à tenir une routine, ou vous forcez en fait à faire quelque chose qui n'est pas naturel pour vous. Je vous donne un exemple. Parmi les erreurs que j'ai pu faire en termes de routine, au début, je voulais absolument avoir des routines qui étaient mensuelles, par exemple pour atteindre mes objectifs, par rapport au blog et à la rédaction de contenu. Sauf qu'en fait, ça ne peut pas fonctionner, parce que après coup, je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt 3 mois pour atteindre un objectif. Donc j'ai fait des adaptations. Vous pouvez aussi faire des tests un peu comme en design, hein, on prototype, essai-erreur et on adapte. Mais vraiment, vous mettez pas la pression sur les routines et faites vraiment quelque chose de simple.
moi, je sais que j'ai plusieurs types de routines. Ça c'est aussi quelque chose, je pense, qui est peut-être pas toujours évoqué, parce qu'on parle surtout de la routine, par exemple, du matin ou du soir. Mais en fait, on peut avoir plusieurs types de routines. Moi, j'ai une routine matinale où en fait, je me lève un petit peu plus tôt pour à la fois avoir un temps pour moi, bien-être, méditation. Donc, je commence vraiment parce que dans ma vie, ma priorité, c'est mon bien-être, me sentir bien. Et après, du coup, j'ai une petite session de travail à peu près d'1 heure sur mes projets, en fait, personnels, associatifs et tout ça. Et je poursuis par la suite sur aller au sport et tout. Et ensuite, au travail. Et le soir, là maintenant, j'expérimente le fait d'avoir une routine nocturne pour en fait voilà, toujours être dans le bien-être, faire moins d'écran aussi et lire davantage. Donc, essayer de tester des choses au fur et à mesure. Donc ça, c'est ma routine par exemple journalière. Et après, j'ai des routines qui sont par exemple à la semaine. Ou par exemple, je sais qu'une fois par semaine, je vais aller faire par exemple des claquettes ou je vais faire de la céramique. Et bien ça, en fait, c'est aussi une routine. Donc c'est bien d'identifier en fonction du type d'objectif, par exemple objectif bien-être, objectif de formation, objectif qui peut être plutôt de développer votre réseau. Identifier si vous voulez le faire mensuellement, à la semaine ou tous les jours. Ça fait une grosse différence et ça vous évite de vouloir tout compacter sur une seule et même journée. Ça, c'est parmi les erreurs que j'ai pu faire, mettre trop de choses dans ma routine. Avoir au moins une dizaine de choses à réaliser le matin, ça fonctionne pas. Ou on s'épuise, ou sinon, il faut en fait ne pas avoir un travail à temps plein à côté pour avoir le temps pour ça. Ou être entrepreneur, comme ça vous êtes tranquille de ce côté-là. Une autre chose aussi, parmi les erreurs que j'ai pu effectuer en termes de routine, c'est le chronotype. C'est qu'en gros, on a tous un cycle de sommeil, un cycle d'énergie qui est différent. La plupart des gens ont un chronotype ours, c'est-à-dire en fait, en gros, 9h, 18h, le mode de travail est un petit peu normal, on se lève le matin tranquillement, on va se coucher le soir tranquille. Sauf qu'en fait, il y a trois autres modes, il y a dauphin, lion et également loup. Les loups, c'est nocturne, les lions, c'est plutôt le matin, et les dauphins, c'est en fait un système de sommeil un peu alterné, pas totalement profond. Voilà, je vous laisserai un peu regarder un peu plus, il y a un super livre là-dessus, et même des tests si vous voulez le faire. Parmi en fait les erreurs que j'ai fait, il y a en fait justement ne pas faire attention à mon chronotype. Au début, je pensais que j'étais plutôt quelqu'un qui avait un chronotype normal, donc en mode ours. Après, j'ai cru que j'étais plutôt nocturne en mode loup. Alors qu'en fait, non, j'ai un chronotype lion. C'est-à-dire que pour moi, il est préférable de me lever tôt le matin et en fait de me coucher en fait assez tôt le soir. Parce que le matin, j'ai beaucoup plus d'énergie et le chronotype lion est caractérisé par le fait qu'au niveau des repas, voilà, juste avant de manger et après manger, c'est pas le moment où on est les plus efficaces. Et après, dans le reste de la journée, en fait, on a aussi des pics d'efficacité, mais vraiment en dehors des repas. Donc ça, c'est bon à savoir. Pareil, si vous êtes loup, c'est-à-dire que le soir, c'est votre golden night. Vous êtes au taquet, c'est vraiment votre meilleur moment pour avancer sur vos objectifs, vous former ou développer des choses. Donc c'est quelque chose qui n'est pas souvent évoqué, mais ça peut faire la différence quand vous établissez une routine. Parce que du coup, si vous êtes plutôt un profil loup, établissez une routine en fait qui va s'appliquer plutôt le soir. Si vous êtes lion, le matin. Si vous êtes plutôt dauphin, il faut regarder un petit peu plus parce que je pense qu'il faudrait fragmenter votre routine un peu au long de la journée peut-être. Et pareil pour les ours. Donc ça, c'est des choses qui vont vous aider toute l'année en fait. La routine à instaurer des habitudes pour faire peu d'efforts. Voilà, typiquement en fait, vous brossez les dents, comme ça a été vraiment une routine, une habitude que vous avez l'habitude de faire, généralement c'est censé vous prendre peu d'efforts, c'est un peu un automatisme. Et le but c'est vraiment d'avoir des automatismes qui vont vous aider en fait à travailler sur vos projets en fait, personnels comme professionnels du coup, et de les développer. Donc c'était tout pour ce premier podcast. La semaine prochaine, du coup, j'aimerais vous sortir un podcast sur la vision et le personal branding. Comment, dans le design ou en tant que professionnel de l'innovation sociale, c'est important d'avoir une vision sur notre métier. Ça fait une grosse différence. Et comment on travaille sur son personal branding, donc comment on communique sur
la valeur qu'on apporte et comment on raconte sa propre histoire, plutôt que de laisser les autres la raconter. Donc, on verra un petit peu des choses autour du fameux storytelling. Et enfin, pour ceux que ça intéresse, j'expérimente du coup la création d'une communauté sur WhatsApp d'entraide pour répondre à des questions, essayer vraiment de vous aider dans le développement de votre carrière. Donc, je sais que c'est pas toujours évident, on a des questions, donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre cette communauté. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Et également, du coup, si vous avez besoin d'être accompagné ou d'avoir des conseils pour développer votre carrière, n'hésitez pas à me contacter, c'est toujours un plaisir. J'organise des petits rendez-vous qui sont gratuits pour vous conseiller au mieux, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, à bientôt.